Bonjour et bienvenue sur Sobrecrate. Aujourd'hui, on entre dans ce qui est sans doute le cœur brûlant du livre, la révolution microphysique. Bachar s'intéresse à ce qui arrive à nos idées de matière, de lumière, d'objets, de lois et même de causalité quand on descend dans le monde des atomes, des quanta et des probabilités. Un quantum au singulier, c'est un paquet minimal d'énergie, une sorte de grain d'énergie. C'est l'une des grandes nouveautés de la physique du XXe siècle. L'énergie n'est plus un flux continu, mais quelque chose qui vient par paquet. Dans cet épisode, on suit les chapitres 3, 4 et 5 du Nouvel Esprit scientifique. Les directrices est assez simple. Plus on s'approche du réel microphysique, plus la vieille image de la petite bille solide dans un espace simple devient intenable, et plus la réalité prend la forme d'un calcul, d'une statistique, d'un champ de possibles. Bachar commence le chapitre 3 par s'attaquer au matérialisme classique, celui qu'on hérite du XVIIe et XVIIIe siècle. Quand il dit matérialisme classique, il vise l'idée selon laquelle tout ce qui est réel, ce sont des morceaux de matière solide et bien localisés dans un espace géométrique précis, un peu comme des cailloux dans une boîte. On imagine la matière comme un solide délimité par des surfaces et des contours. Puis on lui ajoute par-dessus des propriétés, la vitesse, l'énergie et les forces. C'est ce qu'il appelle ainsi un réalisme géométrique. On pense d'abord en termes de formes dans l'espace, puis on colle la mécanique sur ces formes. Le problème pour la physique contemporaine, c'est que ce découpage est artificiel. Elle ne peut plus se permettre de séparer tranquillement d'un côté les propriétés spatiales, la forme, la position, et de l'autre les propriétés dynamiques, l'énergie, le mouvement. Au contraire, elle reconstruit une synthèse entre matière et rayonnement, en mettant l'accent sur l'énergie. Ici, rayonnement désigne tout ce qui relève de la lumière et des ondes électromagnétiques, les rayons X, la lumière visible, les ondes radio, etc. Dans cette nouvelle vision, la matière doit être pensée d'abord comme transformateur et source d'énergie. Un morceau de matière, ce n'est pas simplement quelque chose qui a de l'énergie, c'est une matière d'être de l'énergie. Et symétriquement, l'énergie doit pouvoir recevoir des caractères matériels. Elle n'est plus un flux vague et continu, mais quelque chose qui se découpe en éléments, qui a une structure. C'est là qu'intervient la constante de Planck et l'idée de quanta. La constante de Planck, sans entrer dans les détails, est un nombre qui relie l'énergie d'un quantum à la fréquence d'une lumière. Plus la fréquence est élevée, plus chaque quantum porte d'énergie. La conséquence philosophique est claire. L'énergie n'est plus un continu lisse, mais un ensemble de paquets d'énergie discrets, qu'on appelle des photons quand il s'agit de la lumière. Un photon, on peut le définir simplement comme un grain de lumière, la plus petite portion d'énergie lumineuse que l'on puisse considérer. À ce stade, la phrase classique « la matière a de l'énergie » devient trop faible. Bachar propose de la retourner, il faut dire que la matière est de l'énergie organisée, et que dans certaines conditions, l'énergie peut devenir matière. On passe du verbe avoir au verbe être. Cette substitution peut sembler grammaticale, mais elle marque un renversement profond dans notre manière de concevoir ce qui existe. C'est ce que Bachar appelle un réalisme algébrique. Le mot algébrique renvoie ici aux équations, à la manière dont les grandeurs sont liées par des relations mathématiques. Ce qui devient vraiment réel pour le physicien, ce n'est plus l'image intuitive de la petite bille solide, c'est l'équation qui relie par exemple l'énergie et la masse, ou l'énergie et la fréquence. L'équation E égale mc au carré, par exemple, ne sert plus seulement à convertir des unités. Elle devient presque une définition de ce qu'est un être matériel à ce niveau, c'est-à-dire quelque chose qui est équivalent à une certaine quantité d'énergie. L'équation d'Einstein devient alors moins une simple loi de conversion qu'une loi d'être. Elle met sur le même plan la chose matérielle et le mouvement énergétique. Pour montrer à quel point la physique doit rompre avec nos évidences, Bachar choisit un exemple très banal. Le ciel bleu et la réflexion de la lumière. Il commence par rappeler ce qu'il appelle la conduite du miroir. Nous avons tous l'impression que la réflexion lumineuse va de soi. Un rayon de lumière arrive sur un miroir et il repart en faisant le même angle de l'autre côté, comme si une balle rebondissait sur un mur. Cette petite scène est tellement évidente qu'elle devient presque un schème mental. Dès qu'il y a lumière envoyée, on imagine inconsciemment un rebond. Cette image du rebond s'étend à beaucoup de choses. La manière dont on pense les choses, les réflexions et même plus subtilement la couleur du ciel.
Longtemps on a pu s'imaginer que l'air avait une sorte de couleur bleue, qui se manifestait sur de grandes épaisseurs. Puis des physiciens affinent l'explication. Ils montrent que le ciel n'est pas bleu parce que l'air est bleu, mais parce que la lumière du soleil est diffusée par de petites particules, puis par des molécules de gaz. Cette diffusion n'est pas homogène, elle est plus forte pour les petites longueurs d'onde, c'est-à-dire le bleu et le violet. On peut le dire simplement, le bleu est plus éparpillé que le rouge dans l'atmosphère. Donc le ciel paraît bleu. Pour mémoire, la longueur d'onde d'une lumière, c'est la distance entre deux crêtes successives de l'onde lumineuse. Plus cette longueur est petite, plus la fréquence est grande, et plus l'énergie de chaque photon est élevée. L'essentiel ici, c'est que la diffusion dépend très fortement de la longueur d'onde. L'intensité diffusée est proportionnelle à l'inverse de la longueur d'onde à la puissance 4. Cela favorise fortement les petites longueurs d'onde, donc le bleu. Malgré cette avancée, l'intuition reste la même. On imagine toujours que la molécule fait obstacle à la lumière et la renvoie comme un mini-miroir. Il y a encore l'idée de rebond. La vraie rupture va venir avec l'effet Raman. L'effet Raman explique ce qu'est un phénomène de diffusion de la lumière par les molécules, mais observé avec une précision spectroscopique très fine. Quand on regarde en détail le spectre, c'est-à-dire la décomposition de la lumière en ses couleurs, on observe que la lumière diffusée ne garde pas exactement la fréquence de la lumière incidente. De nouvelles raies apparaissent, légèrement décalées. Ces raies décalées sont liées au mode propre de vibration de la molécule. Chaque molécule a une sorte de répertoire de vibrations internes, un peu comme un instrument de musique a ses notes propres. Lorsqu'elle diffuse la lumière, elle ne fait donc pas que réfléchir passivement ce qu'elle reçoit. Elle réécrit le rayonnement en fonction de ses propres fréquences internes. Le phénomène cesse alors d'être compréhensible comme une simple réflexion au miroir et devient ce que Bachelard appelle un spectre algébrique, une signature mathématico-physique de la molécule. À partir de là, l'observation naïve « le ciel est bleu » n'est plus qu'un point de départ. Le ciel bleu devient un objet de calcul, un thème de laboratoire. L'azur du ciel qui inspirait autrefois la métaphysique et la poésie se transforme en problème de physique mathématique. C'est un bon exemple de ce que Bachelard appelle une rectification de l'intuition par l'expérimentation. Ce n'est pas que nous voyons mal, c'est que ce que nous voyons doit être repris, corrigé, approfondi par des montages expérimentaux et des calculs, qui révèlent une réalité beaucoup plus subtile que ce que l'œil perçoit directement. Cette révolution ne concerne pas seulement l'espace et la forme, elle atteint aussi le temps. Bachelard insiste bien sur le fait que la microphysique ne se contente pas de compliquer les trajectoires, elle transforme également la pensée de la durée. On pourrait être tenté, là encore, de représenter ce phénomène comme un choc de mécanique classique. Une petite bille de lumière qui frappe une petite bille d'électricité. Mais ce modèle ne fonctionne pas. La collision modifie la fréquence du photon, donc sa couleur et son énergie, et change aussi l'état de l'électron. Ici, la durée n'est plus un simple fond neutre, un temps continu et les choses se déroulent doucement, elle est structurée par des rythmes, des périodes, des fréquences. La fréquence, ou le nombre d'oscillations par seconde, devient une manière de penser la temporalité du phénomène. Le temps pertinent pour la microphysique n'est pas seulement le temps que l'horloge mesure, mais un temps fait de répétitions, de cycles et d'événements discrets. Pour terminer ce chapitre numéro 3, Bachelard revient à la chimie et au tableau périodique des éléments de Mendeleïev. C'est un terrain privilégié pour observer comment le réalisme scientifique se transforme, c'est-à-dire la manière dont on imagine ce qui existe réellement derrière les formules. Au départ, l'ordre du tableau périodique est compris comme le reflet d'une richesse croissante en électrons autour du noyau. Plus on va vers les éléments lourds, plus il y a d'électrons. C'est encore un réalisme de type particulaire. La réalité est faite de particules. Puis vient l'idée de structure en couches électroniques. Les électrons ne sont pas simplement empilés, ils occupent des orbites, des couches, des couronnes autour du noyau. La réalité n'est plus seulement un nombre de particules, c'est une architecture, une disposition. Avec les introductions des nombres quantiques et du principe d'exclusion de Pauli, un nouveau seuil est franchi. Un nombre quantique, c'est une valeur qui caractérise l'état d'un électron dans l'atome. Niveau d'énergie, type d'orbite, orientation et ainsi de suite. Pour décrire complètement un électron dans un atome, il en faut 4.
Le principe dit alors, en simplifiant, deux électrons d'un même système ne peuvent avoir exactement le même quadruplé de nombres quantiques. Autrement dit, l'individualité des électrons dans un atome est entièrement déterminée par des nombres, des combinaisons de valeurs. La matière devient une organisation de différences numériques. Le corps chimique, ce n'est plus une masse compacte qu'on toucherait, c'est une certaine répartition de nombres quantiques compatibles avec une loi de structure. Et cette mathématisation se double d'une probabilisation. Certes, les niveaux d'énergie sont quantifiés, mais la manière dont l'énergie est répartie, la manière dont les électrons passent d'un niveau à l'autre, la façon dont la matière interagit avec le rayonnement, tout cela est décrit par des probabilités. On parle alors d'amplitude de probabilité, c'est-à-dire de nombres qui permettent de calculer la chance qu'un certain événement a de se produire. Dans cette perspective, une substance chimique n'est plus un bloc d'êtres compact, c'est un faisceau de probabilités, une chance de réaction selon l'expression de Bachelard. La stabilité d'une substance se juge sur de grands nombres, sur des fréquences qui se maintiennent. Ses propriétés fines se comprennent comme un jeu de chances et de configurations possibles. La chimie, science qui parlait autrefois de corps simples et de substances bien substantielles, devient petit à petit une science des nombres et des probabilités. Bachelard condense cette révolution dans une formule polémique. La substance chimique n'est plus que l'ombre d'un nombre. Ce qu'il veut dire par là, c'est que le réel ne vaut plus d'abord par sa simple présence sensible, mais par la structure mathématique qui le décrit et par le champ de possibles qu'elle ouvre. Le réalisme devient alors mathématique, puis probabiliste. Nous nous retrouvons donc au début du chapitre 4. Après avoir revisité le couple matière-rayonnement, Bachelard attaque un autre grand couple de la microphysique, l'onde et les corpuscules. Un corpuscule, c'est tout simplement une petite particule, ce que l'on imagine spontanément quand on pense à un grain de matière. Notre intuition la plus ancienne est celle-là. La réalité serait faite de petites billes localisées qui ont une position, une vitesse et qui conservent leur identité au cours du temps. La mécanique quantique, et en particulier la mécanique ondulatoire introduite par de Broglie, va bouleverser cette intuition. Lorsqu'on parle d'un électron dans ce cadre, on ne peut plus le considérer comme un simple point dur. On doit le penser comme le centre d'un phénomène périodique, c'est-à-dire quelque chose qui se répète dans le temps, étalé autour de lui. On parle alors d'un paquet d'ondes. Au lieu de dire « l'électron est ici », on décrit une onde qui a une certaine extension dans l'espace. Dire que la position de l'électron est connue à delta Q près, cela signifie qu'on sait qu'il se trouve dans un intervalle de taille delta Q et que l'onde associée à l'électron n'a une amplitude significative que dans cette zone. L'amplitude, c'est la hauteur de l'onde qui correspond ici, grosso modo, à la probabilité de trouver la particule. Le corpuscule apparaît alors comme l'effet localisé d'une composition d'ondes. On ne conserve plus une petite bille qui existerait en elle-même, on reconstruit l'idée de particule à partir des propriétés de l'onde. Mais Bachelard ne se contente pas de critiquer l'intuition corpusculaire. Il retourne aussi la critique contre l'intuition ondulatoire. Quand nous pensons à des ondes, nous pensons spontanément à des phénomènes macroscopiques. Les vagues à la surface de l'eau, les vibrations d'une corde de guitare, les oscillations de ressort. Dans tous les cas, nous imaginons un milieu matériel continu qui vibre. L'eau, la corde, l'air. Lorsqu'on transpose cette image à la lumière ou aux ondes de matière, on est tenté d'imaginer un milieu similaire, une sorte d'éther rempli de petits points qui vibrent sur place. Le problème, c'est qu'une onde physique ne se laisse jamais connaître point par point. En pratique, on mesure toujours des valeurs moyennes d'amplitude sur des régions d'espace et des intervalles de temps. On n'a jamais accès à l'état exact en chaque point du support hypothétique. L'idée de support matériel ponctuel qui porterait l'onde relève d'un faux réalisme. La conséquence, c'est que l'image corpusculaire et l'image ondulatoire sont chacune claires si on les prend séparément, mais il est impossible de les assembler en une seule image du réel microphysique. Bachelard propose donc alors de changer d'attitude. Il ne faut donc plus chercher la bonne image, mais accepter de traiter les deux modèles comme des schèmes analogiques complémentaires. Un schème, c'est un modèle de pensée qui guide le raisonnement. Sans prétendre photographier la réalité, les ondes et les corpuscules deviennent deux schèmes, que l'on fait jouer l'un contre l'autre selon les problèmes. Notre esprit est visqueux, dit Bachelard.
Il s'accroche obstinément à l'intuition des projectiles, des balles qui partent et arrivent. Il faut donc le déséquilibrer, le contraindre à penser en termes d'interférence, de fréquence, d'amplitude, pour équilibrer un peu les deux habitudes. Cette double critique prend une forme particulièrement nette avec le photon. On a pu croire à un moment que le photon représentait le retour triomphal du corpuscule lumineux de Newton, une petite bille de lumière qui permettrait de retrouver un matérialisme simple de la lumière. Mais l'expérience ne soutient pas cette image. On n'observe pas vraiment de choc entre photons et croisements de faisceaux lumineux, comme on observerait des collisions entre deux balles. De plus, le photon cumule des propriétés étranges pour l'intuition naïve. Il n'a pas de masse au repos, il se déplace toujours à la vitesse limite de la lumière et sa localisation est soumise aux relations d'incertitude. Le vieux matérialisme de la lumière, qui voulait coûte que coûte trouver un support substantiel, soit dans un corpuscule, soit dans un éther très spécial, se retrouve sans prise. Bachelard en conclut qu'il vaut mieux renoncer à parler de réalité substantielle dans ces domaines. Ce qu'il appelle plutôt, ce sont des réalisations. Ce sont nos montages théoriques et expérimentaux qui font exister des objets comme corrélats. Le photon est un objet construit, défini par certaines équations et certains dispositifs expérimentaux, non une petite chose qui se promènerait dans le vide en attendant d'être photographiée. Dans cette ligne, les modèles d'ondes pilotent l'idée qu'une onde guiderait un corpuscule comme un sillon guide un bateau n'apporte pas de vraie clarté. L'interprétation décisive pour Bachelard est celle de Born. Born propose de comprendre l'onde quantique non comme une vibration d'un milieu, mais comme une fonction de probabilité. Cela signifie que l'onde n'indique pas ce qui se passe physiquement à chaque point, mais donne la probabilité de trouver la particule à tel endroit dans tel état. Pour rendre cela possible, on a recours à des espaces de configuration. Un espace de configuration, c'est un espace mathématique à plusieurs dimensions, où chaque dimension représente une variable possible de l'état du système. Pour un système complexe, on peut avoir des espaces de configuration de très grandes dimensions. Notre espace physique à 3 dimensions n'en est plus qu'une projection appauvrie. On retrouve ici un motif déjà croisé avec la chimie. La substance chimique pouvait être décrite comme un corpus de nombres et de probabilités. L'onde quantique devient un tableau de jeux possibles, et le corpuscule une chance, une possibilité de localisation réalisée. Le réalisme se déplace vers un réalisme des structures mathématiques de probabilité. La question n'est plus qu'est-ce que la lumière en soi, mais quel est le schéma mathématique qui fournit les bonnes probabilités pour tous les phénomènes connus. C'est cette mutation qui amène Bachelard au chapitre 5, à poser une question plus générale. Qu'est-ce que cela veut dire être déterministe dans un monde où l'objet lui-même est d'emblée probabiliste? Comment parler de lois nécessaires quand la forme naturelle de ces lois en microphysique est statistique? Pour comprendre ce que devient le déterminisme, Bachelard repart de son histoire. Le grand modèle du déterminisme historiquement, c'est le ciel. Avec l'astronomie, l'esprit humain découvre que les mouvements des astres obéissent à des lois d'une régularité impressionnante. Les trajectoires des planètes, les éclipses, tout cela semble s'enchaîner avec une parfaite nécessité. C'est cette expérience du ciel qui nourrit le déterminisme newtonien, puis l'idée chez Kant que la nature est soumise à des lois nécessaires. On a l'impression que l'objectif pur, le mouvement réel des astres, répond à un visuel pur, la figure géométrique régulière. Pourtant, Bachelard insiste. Cette impression de perfection repose sur une énorme simplification. On suppose des formes idéales, on néglige des perturbations, on traite tout ce qui ne rentre pas dans le schéma comme une correction secondaire. Le déterminisme apparaît alors comme le résultat d'une géométrisation élémentaire. Ce n'est pas le réel brut qui est déterministe, c'est le réel déjà filtré, simplifié, mis en forme par des lois géométriques. Dès qu'on quitte le ciel pour regarder des phénomènes terrestres plus riches, plus compliqués, plus évolutifs, le déterminisme ne se donne plus tout seul. Il faut le construire, mettre au point des dispositifs expérimentaux qui trient les variables, purifient les situations, hiérarchisent les facteurs. Le déterminisme devient une technique d'objectivation, un outil de rationalisation du réel plutôt qu'une propriété immédiate du monde. Parallèlement à ce déterminisme quantitatif strict, Bachelard évoque une autre forme de causalité plus souple, qu'il appelle parfois topologique.
La topologie en mathématiques s'intéresse aux formes et aux continuités sans forcément mesurer des longueurs et des angles. Transposer la causalité, cela donne une manière de relier des types de phénomènes, des allures, des formes, de processus, sans prétendre fixer chaque détail numérique. Le lien causal ne disparaît pas, mais il change de nature. Pour l'indéterminisme, Bachelard va chercher son modèle de l'autre côté de la physique, du côté de la théorie cinétique des gaz et de la thermodynamique statistique. Là, le phénomène élémentaire, c'est le choc entre molécules. On ne sait pas le décrire dans le détail. On ne connaît pas exactement les positions et les vitesses de toutes les molécules. On ne sait pas combien de temps dure chaque collision. De toute façon, il y a un nombre immense de ces chocs. Dans ce contexte, la probabilité devient l'outil central. On renonce à prédire la trajectoire de chaque particule, on cherche plutôt à décrire des régularités d'ensemble. La température, la pression, les lois des gaz. Le probable n'est plus le signe d'une ignorance confuse, c'est la forme même de l'organisation de ces phénomènes. Avec Reichenbach, Bachelard rappelle que toute loi causale, telle qu'on l'applique réellement, suppose déjà un niveau probabilitaire. Nous ne maîtrisons jamais tous les paramètres, nous travaillons toujours avec des marges d'erreur. Le déterminisme apparaît alors comme une limite idéale. On imagine qu'en raffinant de plus en plus les probabilités, on tendrait vers une probabilité, une certitude. Mais rien ne garantit que cette convergence soit réalisée dans la nature. Il devient alors possible de concevoir des statistiques non causales, où la régularité d'ensemble ne se laisse pas reconduire à une causalité fine sur chaque événement élémentaire. La science moderne doit accepter un réalisme du probable. Ce qui donne consistance au monde, ce n'est pas seulement la chaîne des causes, mais aussi la stabilité des fréquences dans le temps. Le réel n'est pas seulement ce qui arrive, c'est aussi ce qui arrive avec une telle fréquence dans telles conditions. Heisenberg va plus loin encore en montrant que l'indétermination n'est pas seulement une affaire de manque d'information. Avec les relations d'incertitude, elle devient objective. Une relation d'incertitude, c'est une inégalité qui lie les erreurs de mesure de deux grandeurs conjuguées, par exemple la position et la quantité de mouvement, c'est-à-dire la masse fois la vitesse, ou l'énergie et le temps. Concrètement, cela signifie qu'il est impossible, même en principe, de donner à la fois une position parfaitement précise et une vitesse parfaitement précise à une particule. Plus on précise l'une, plus l'autre devient floue. Ce n'est pas une limitation de notre technique, c'est une propriété de la manière dont ces grandeurs sont liées dans la théorie. Toute mesure est une intervention qui modifie l'état du système. La méthode et l'objet se conditionnent mutuellement. La relation d'Heisenberg joue alors un rôle de charnière entre la description corpusculaire et la description ondulatoire. On peut par exemple privilégier la position au prix d'une grande incertitude sur la vitesse, ou inversement. On ne cherche plus une image unique, on accepte de faire jouer les deux intuitions, l'intuition ondulatoire et l'intuition corpusculaire, autour de ce pivot mathématique. Cette indétermination se prolonge dans la description des champs. Un champ électromagnétique, par exemple, c'est une manière de représenter comment des forces électriques et magnétiques se répartissent dans l'espace. En microphysique, on ne peut plus se représenter ce champ comme quelque chose de continu, parfaitement défini en chaque point de l'espace-temps. On ne peut pas non plus mesurer simultanément toutes ces composantes avec une précision absolue. La quantification des champs, c'est-à-dire l'introduction de quanta dans la description des champs eux-mêmes, oblige à renoncer à l'ancienne image de l'éther comme milieu matériel porteur de vibrations. Les champs deviennent des structures quantifiées, probabilitaires, définies par des équations sophistiquées. Mais toutes ces transformations convergent vers une critique profonde du substantialisme. Par substantialisme, Bachelard désigne l'attitude qui consiste à penser qu'il existe derrière les phénomènes des choses dotées de qualités premières, stables, qui auraient une position, une forme, une masse, etc., qui seraient là une fois pour toutes et que la science n'aurait plus qu'à enregistrer. En microphysique, nous le savons, cette manière de voir ne fonctionne plus. Parler de position ou de vitesse en dehors du domaine défini par les relations d'incertitude, c'est employer des mots sans objet. Les grandeurs physiques n'ont plus de sens indépendamment de leurs conditions de mesure. Elles sont définies par des protocoles, des instruments, des montages. La localisation parfaite, l'individualité absolue deviennent des fictions. Des auteurs comme Meyerson
résistent à ce mouvement au nom de réalisme du sens commun. Ils veulent sauver l'idée que la science parle d'êtres qui ont une identité à eux-mêmes. Bachelard prend le parti inverse. Pour lui, dans la microphysique, le noyau imaginé de l'objet, par exemple le spin, compris comme une petite rotation réelle et la particule sur elle-même, n'est qu'un prétexte pédagogique. Le spin, c'est une propriété quantique de la particule, qui ressemble à un moment cinétique, mais qu'il vaut mieux comprendre comme un nombre quantique supplémentaire, plutôt que comme une petite boule qui tournerait réellement. La consistance véritable de l'objet mathématique est relationnelle, probabilitaire. Les grandes révolutions de la physique viennent de cette abstraction mathématique, et pas du raffinement des images. Et c'est là, selon Bachelard, l'enjeu pédagogique essentiel. Former un esprit scientifique, c'est apprendre à traverser ces moments de crise où l'objet se défait comme chose, comme petit bloc solide et intuitif, pour se reconstruire comme structure, un nœud de relation, un ensemble de nombres, une distribution de probabilités. On passe d'un monde peuplé de petites choses solides à un monde organisé par des lois, des symétries, des espaces de configuration et des statistiques. L'objet scientifique n'est plus ce qui se laisse toucher ou imaginer facilement. C'est ce qui tient ensemble dans une construction théorique et expérimentale bien formée. On a vu comment pour Bachelard, la révolution microphysique transforme en profondeur plusieurs notions que l'on croyait acquises. La matière devient une forme d'énergie organisée, le rayonnement prend des traits matériels et se structure en quanta. La substance se laisse décrire comme un ensemble de nombres quantiques, de probabilités, de chances de réaction. Les particules et les ondes cessent d'être des images ultimes du réel, elles deviennent des schèmes, des modèles que l'on utilise en alternance. Les lois et la causalité elles-mêmes se réécrivent en termes statistiques, d'incertitude, de structure, de probabilité. Enfin, la notion d'objet glisse de la chose localisée à la structure mathématique. Le nouvel esprit scientifique dans cette partie du livre, ce n'est pas seulement l'apparition de la relativité et de la mécanique quantique. C'est un changement de climat intellectuel. Le réel n'est plus ce qui s'impose simplement au regard dans un espace géométrique bien propre, c'est ce qui se stabilise dans des montages expérimentaux complexes, ce qui se cohère dans une écriture mathématique qui se répète statistiquement dans la durée. Merci d'avoir écouté Sobrecrate. Dans un prochain épisode, nous terminerons notre explication du nouvel esprit scientifique en regardant comment ces analyses se prolongent chez Bachelard dans une réflexion sur la culture scientifique. Et comme toujours avec lui, on verra que la bonne philosophie ne consiste pas à simplifier le monde, mais à apprendre à habiter sa complexité organisée.